Bien, bonjour. Alors, je suis très heureux de présenter, même s'il n'y a pas besoin de le présenter, donc Jean Garrigue, que vous connaissez, que vous avez lu, que vous avez entendu à la radio, que vous avez vu aussi dans différentes émissions de télévision. Alors, Jean Garrigue est un des meilleurs spécialistes en France d'histoire politique. Hein, c'est une référence. Alors, je ne vais pas évidemment tout à l'heure vous présenter l'ensemble des livres qu'il a publiés, sinon on va empiéter une dizaine de minutes, si je peux dire, sur le temps de la conférence. Mais il est, par exemple, directeur d'une revue qui est importante, qui s'appelle Parlement, hein, qui est une revue d'histoire politique de bonne réputation et de haut niveau. Il est également donc président, alors voilà, pour être sûr de ne pas inverser les termes, voilà, du comité d'histoire politique et parlementaire. Voilà. Mais tu as inversé les termes, parce que c'est parlementaire et politique. Voilà. Mais rassure-toi, bon, c'est le cas de beaucoup. Je disais que j'allais faire là-dessus, ça y est. Voilà. Alors, parmi ces différentes publications, donc juste peut-être quelques références, quelques éléments qui sont en phase aussi avec la conférence et puis avec la thématique de cette 10e édition des rencontres Michel Foucault. Il y a eu un livre qui a connu donc plusieurs éditions, Transformation autour du scandale en politique. Voilà. Donc ça, c'est un ouvrage qui est important, qui est un livre de référence. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, il faut vous y mettre tout de suite, hein, voilà, n'hésitez pas. Et puis, parmi donc ces autres travaux, également donc un livre sur la trahison en politique. Voilà. Alors on peut dire non, ça n'existe pas, voilà, c'est l'empathie généralisée, on partage les mêmes valeurs. Voilà, donc là, on apprend aussi toute une série d'éléments dans cet ouvrage-là. Et puis, parmi ces autres publications, alors sans être encore une fois exhaustif, mais un travail aussi sur les présidents, hein, les présidents de la République, alors vu plus particulièrement par le prisme, si je peux dire, des propres images qu'ils ont diffusées et développées. Hein, voilà, donc ça c'est. Et puis également, donc j'avais noté aussi, donc voilà, les perdants magnifiques. Hein, je cherchais le titre. Ouais. Voilà. Donc là, évidemment, c'est les candidats ou les candidates qui se présentent, qui sont en quelque sorte déboutés, qui n'arrivent pas, si je peux dire, à faire le plein des suffrages et leurs espoirs à ce moment-là donc s'évanouissent. On peut le lire à ce moment-là donc en parallèle avec les présidents de la République. On a à la fois les gagnants et puis donc les perdants. Voilà. Donc je m'arrête là pour pas être plus long. Et donc là, on a le plaisir donc d'écouter Jean Garrigue pendant une bonne heure. Merci beaucoup. Je remercie Frédéric Chauveau que je connais depuis des années et dont je connais la qualité des travaux et aussi d'ailleurs la qualité humaine, hein, il faut bien le dire. Et je le remercie de m'avoir invité à cette manifestation qui est très impressionnante, où il se passe beaucoup de choses. Je crois que c'est passionnant de faire travailler ensemble le monde universitaire, le monde du spectacle, de la culture. Je trouve que c'est une excellente idée et j'espère que vous l'appréciez. Alors dans le cadre de ces escrocs, des accès déviants, on m'a demandé d'évoquer ce qui s'est passé depuis quelques décennies dans le monde politique. J'ai choisi d'intituler ça les sirènes de la vertu, en utilisant au fond les deux sens du terme, c'est-à-dire ce qui va servir d'avertissement, on dirait de lanceur d'alerte aujourd'hui, par rapport à des déviances qui se produisent dans l'espace politique. Et puis aussi le côté hypnotique de la sirène qui vous focalise sur tel ou tel dysfonctionnement, mais qui en réalité dissimule des choses qui éventuellement pourraient être plus graves. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui m'avait poussé moi à travailler sur ces questions de scandale et d'affaires politiques, c'est le fait qu'elles sont toujours un révélateur d'une société à un moment donné et d'un système politique dans cette société. C'est vraiment de manière presque déterminée, mécanique, toujours ces affaires-là vous disent quelque chose de ce qui se passe dans une société à un moment donné, en bien ou en mal d'ailleurs, mais elles vous disent toujours quelque chose d'intéressant. C'est en ça que c'est, au-delà de l'anecdote, du récit lui-même des affaires, qui sont souvent très romanesques, eh bien, elles sont souvent des révélateurs de choses plus importantes, et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, je vais essayer de vous parler de cette question des scandales politiques, en commençant d'abord au début de la Troisième République, non seulement parce que c'est la période qui m'a intéressé initialement dans mon parcours d'universitaire, mais aussi parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, au moment où la République s'est installée définitivement, c'est-à-dire dans les années 1870-1880,
une nouvelle approche des déviances politiques s'est créée. C'est-à-dire que ce qui avait pu exister sous les régimes autocratiques ou de monarchie, l'Ancien Régime, et ensuite sous les monarchies censitaires et sous les empires, touchait en général à la personne du roi ou de l'empereur. C'était des scandales qui se cristallisaient autour d'une personnalité. Avec l'avènement de la République, les lieux, les objets, les motivations ou les motifs de scandale se démultiplient. Vous avez les députés, les sénateurs, les maires qui prennent de plus en plus d'importance. Et vous avez une perception aussi du scandale qui est très différente, avec notamment une révolution de la presse dans les années 1880, une presse de masse qui va s'intéresser et qui va diffuser, démultiplier la perception de ces scandales, faire qu'elles prennent une importance beaucoup plus grande. Et puis aussi un moment où on est en pleine révolution capitaliste et industrielle, et où donc des nouvelles, des masses d'argent nouvelles vont être en circulation et pouvoir irriguer la vie politique et donc fournir des occasions de scandale. Donc je pense que c'est un bon moment pour faire commencer cette étude des scandales que je vais vous proposer en deux temps. Un premier temps en vous montrant de quelle manière il y a une sorte de chronologie qui explique ou qui s'explique par l'évolution de la société et plus spécifiquement des systèmes politiques dans cette société française. Je vais rester sur le cas français, ça serait intéressant de parler de l'Europe et du monde, où il y a eu aussi beaucoup de scandales politiques, mais je vais rester sur le cas français. Donc une sorte de chronologie pour nous amener jusqu'à aujourd'hui et voir ce qui a un petit peu évolué, surtout dans ces dernières années. Et dans un deuxième temps, je ferai ce que j'ai appelé dans cet ouvrage l'autopsie des scandales, c'est-à-dire essayer de montrer pourquoi se déclenchent des scandales, à quoi ils servent et à quoi ils ne servent pas, hélas, et ce en quoi ils se modifient aujourd'hui, depuis quelques années, d'une manière assez spectaculaire et assez symptomatique, puisque, je le répète, ils sont à chaque fois des symptômes de l'évolution de nos sociétés. Alors je vais commencer donc par vous parler, ça c'était l'ouvrage dont on parlait sur les scandales, qui voulait que je fais commencer avec le scandale de Panama en 1892 et jusqu'à l'affaire Benalla, des choses qui sont très différentes. Je rappelle, par la première image, que les scandales n'ont pas commencé avec la République. L'affaire du collier de la reine a été l'objet, on est à la fin de l'Ancien Régime, à la fin du règne de Louis XVI, a été l'objet d'innombrables libelles, écrits, pamphlets contre la monarchie, et n'a pas peu contribué au discrédit de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors qu'au fond, Marie-Antoinette était assez peu impliquée dans cette affaire, mais le système politique lui-même a été flétri par cette affaire. Et puis, je voulais vous montrer aussi ce numéro spécial de la Nouvelle Revue de l'Histoire qui se parlait justement de ces scandales, si ça vous fait une lecture supplémentaire. Alors, comme je vous l'ai dit, je voudrais faire une petite chronologie et commencer par ce que j'appelle l'invention du scandale démocratique, c'est-à-dire comment, en démocratie, dans un régime qui s'était instauré sur la base d'un régime parlementaire libéral, sur le suffrage universel, hélas masculin, uniquement masculin, eh bien, de nouveaux types de scandales se sont déclenchés. Et des scandales dont le premier a été un scandale qui touchait au sommet de la pyramide politique, puisqu'il touchait le gendre du président de la République. Le président de la République s'appelait Jules Grévy, qui a été le premier président républicain de la République. Il est nommé, plutôt élu par les deux assemblées, puisque c'était comme ça qu'on les élisait à l'époque, en 1879, et devient le premier personnage de l'État, même si à l'époque, il faut savoir que le président de la République n'est pas celui qui a le plus de pouvoir, c'est le président du Conseil, le chef du gouvernement, qui gouverne réellement, à différence de notre système. Bref, le gendre de Jules Grévy s'appelait Daniel Wilson, d'origine écossaise, héritier d'une grande famille d'industriels, d'imprimeurs écossais, lui-même très fortuné, héritier du château de Chenonceau avec sa sœur. Daniel Wilson, depuis le palais de l'Élysée, où il était le conseiller spécial du président de la République, a commencé à trafiquer
des décorations, des légions d'honneur. C'est-à-dire qu'il faisait payer à tel ou tel solliciteur. Et quand je dis tel ou tel solliciteur, des centaines et des centaines de personnes sont passées par les bureaux de l'Élysée où les collaborateurs de Daniel Wilson vendaient, voilà, il n'y a pas d'autre mot, des décorations, surtout pas seulement des légions d'honneur d'ailleurs, les vendaient d'ailleurs en général pas forcément contre argent comptant, mais en échange d'actions à prendre dans ces sociétés pour accroître l'emprise de ces sociétés qui étaient des journaux de province, des imprimeries. Enfin, il avait une sorte de galaxie comme ça industrielle. Bref, ça a duré pendant quelques années. Jules Grévy est arrivé au pouvoir en 1879 et en 1887, l'affaire éclate. Je passe sur tous les détails. C'est passé par une dame qui était une sorte d'intermédiaire. Il y avait un ministre qui était impliqué aussi, le ministre de la guerre, etc. Un sénateur. Enfin, il y avait plusieurs personnes autour du pouvoir qui étaient impliquées. Et puis, on découvre que ce fameux Daniel Wilson a trafiqué des légions d'honneur, d'où la caricature que vous avez sous les yeux, où on le voit attablé avec Jules Grévy. Jules Grévy, c'est le monsieur qui est un peu chauve. Et Daniel Wilson, vous voyez, il va payer son repas avec une décoration. C'était l'iconographie classique de l'époque. Et puis cette chanson « À quel malheur d'avoir un gendre », parce que ça a fait scandale. Et les opposants, et notamment les radicaux, qui étaient hostiles à Jules Grévy, qui était un modéré, les radicaux se sont emparés de l'affaire. Et au bout de quelques semaines où Grévy essayait de résister, où Wilson a juré ses grands dieux qu'il n'était pas coupable, Jules Grévy, le 2 décembre 1887, oui, c'est ça, a été conduit à démissionner. Donc c'était quand même un coup de foudre dans le ciel, j'allais dire, qui commençait à bleuir de la République, la démission du président de la République, et en plus de celui qui incarnait vraiment l'intégrité de la République, une République qui succédait à un second empire qu'on présentait à l'époque comme justement entaché de corruption, de népotisme, de clientélisme. Mais là, on s'apercevait que, voilà, dans l'entourage même du président de la République, alors je passe ensuite sur les conséquences, parce que, en fait, ces conséquences judiciaires ont été quasi nulles pour Daniel Wilson. Il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu une condamnation, mais en appel, il a été relaxé. Et il est revenu, d'ailleurs, il a été réélu par ses électeurs de Loches, dans l'Indre-et-Loire, et il est revenu siéger à la Chambre, mais pas tellement, mais quelques années plus tard. On disait qu'il avait des dossiers sur beaucoup d'autres hommes politiques, et que c'était un petit peu pour ça qu'on avait été un peu indulgent avec lui. Mais ça, cette indulgence-là, cette impunité des politiques, en dépit du scandale, c'est quelque chose qui va durer jusqu'aux années 1980 et peut-être même au-delà. Donc ça, c'est un scandale énorme. Au sommet du pouvoir, ça a été une déflagration qui a contribué quand même à donner une image très négative de cette Troisième République qui était vraiment... qui se présentait quand même comme l'instauration d'un nouveau système, d'un nouveau monde, une démocratie parlementaire apaisée. Et alors, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, éclate un deuxième scandale qui, lui, est l'équivalent, je veux dire, quantitatif de ce qu'était l'affaire des décorations sur le plan qualitatif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'une compagnie universelle du canal de Panama, qui avait été fondée en 1879 par un respectable ingénieur et homme d'affaires aussi, qui s'appelait Ferdinand de Lesseps, cette compagnie, on s'aperçoit en 1892 qu'elle a corrompu, acheté, donné des pots de vin, non seulement d'ailleurs à toute une partie, à la quasi-totalité des grands journaux de la place de Paris et de province d'ailleurs, pour que ces journaux encouragent les Français à prendre des actions ou des obligations dans cette compagnie universelle du canal de Panama, mais aussi a corrompu, on va s'apercevoir qu'il s'agirait de 150 députés et sénateurs, ce qu'on a appelé à l'époque les chécards. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, on s'en est aperçu parce qu'un journal
d'extrême droite, de la droite nationaliste, celui d'Édouard Drumont, dont les idées n'étaient pas très lointaines d'un pré-candidat à l'élection présidentielle. Ce Édouard Drumont, j'extrapole un peu, on pourrait en reparler, mais bon. C'est ce journal qui s'appelait La Libre Parole, publie pendant quelques semaines, en septembre 1892, sous forme de feuilleton. C'est le début du feuilletonnage des scandales qu'on va connaître ensuite en permanence dans la presse, publie ce qu'ils appellent les dessous de Panama, où peu à peu, il dévoile que tel ou tel député, tel ou tel ministre a touché de l'argent. Alors ce qui corsait un peu le scandale de Panama, c'est que ceux qui avaient été les intermédiaires, ceux qui se chargeaient de donner de l'argent aux députés, aux sénateurs, voire aux journalistes, étaient juifs. Et notamment, au cœur de l'affaire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Cornelius Hertz, dont l'un de mes collègues qui est... Jean-Yves Mollier vient de donner une très belle biographie. Et ce Cornelius Hertz, évidemment, a cristallisé autour de lui toutes les rancœurs, toutes les haines qui venaient de la droite nationaliste, qui sont se servis de cette affaire, évidemment, pour dire c'est tous des voleurs, tous des escrocs, tous des pourris. Bon. En réalité, il n'était pas si loin de la vérité. Mais quand on regarde les choses de près et qu'on se défie de l'anachronisme, on s'aperçoit que ce système du pot de vin, du service rendu, était perçu par les parlementaires de cette époque, et je pense par une partie des Français, comme quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez courant et qui ne prêtait pas à critique. En tout cas, la sanction judiciaire a été très légère et n'a touché finalement qu'un seul député qui par ailleurs avait été ministre des Travaux publics au moment de la corruption. La corruption s'est passée en 1886 et l'on découvre le scandale en 1892 et qui s'appelait Charles Baillot. Et qui a dit, moi, je paye pour tous les autres. C'est moi le bouc émissaire de ce scandale énorme. Donc, vous voyez, 1887-1892, on est au début de la Troisième République, et apparaît un nouveau type de scandale qui, par le biais de cette presse de plus en plus vigilante et de plus en plus populaire, va... imprégner les esprits beaucoup plus que ce qui s'était passé auparavant, et surtout décevoir par rapport à un régime politique dont on attendait une sorte de virginité, une sorte d'idéalisme par rapport au régime précédent. Il y avait une vertu républicaine là qui se fissurait à partir de ces scandales. Ça, c'est la première époque, je dirais l'époque fondatrice. Il y a une deuxième époque qui est ce que j'appellerais le temps des radicaux. C'est-à-dire qu'à partir du début du XXe siècle, les années 1900, un système politique se met en place autour d'un parti qui s'appelle Parti radical, un parti de centre-gauche, modéré, mais authentiquement républicain, anticlérical, laïque, etc. Et ce système-là va générer évidemment des habitudes, d'abus de pouvoir, de biens sociaux, de clientélisme, de népotisme, d'affairisme, qui vont susciter des affaires. Et des affaires, mais qui sont liées vraiment de manière spécifique à la domination de ce parti sur la vie politique. Une domination qui, en fait, et en dépit des alternances, etc., va durer presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le Parti radical est le parti qui a un peu dominé toute cette période, et donc qui a conduit à un certain nombre d'affaires, différentes d'ailleurs. L'affaire des fiches, dont vous avez ici une illustration, et qui montre comment un militaire républicain et un franc-maçon, Grand Orient de France, vont ensemble, fabriquer, ou pas fabriquer, mais rédiger des fiches sur la plupart des officiers, une grande partie des officiers, notamment de la marine, qui avaient la réputation, non usurpée d'ailleurs, d'être plutôt favorables à la monarchie, d'être des ultra-catholiques et des ultra-conservateurs. Et ça provoque un scandale du côté de l'extrême droite qui a émergé au moment justement de l'affaire des décorations et de l'affaire de Panama, notamment dans la crise boulangiste, mais c'est une autre histoire.
ça provoque évidemment, là aussi, une levée de bouclier de la part de la droite. Il y avait un député qui s'appelait Guyot de Villeneuve qui a dénoncé en novembre 1904 cette affaire, ce scandale, où il y avait une collusion, si vous voulez, entre le ministère de la Guerre, on appelait ça comme ça, le ministre de la Défense à l'époque, les officiers, un certain nombre d'officiers républicains, et puis cette structure occulte qu'on imaginait comploter pour discréditer la République et qui étaient les francs-maçons et notamment le Grand Orient de France. Donc ça a fait un véritable scandale qui a d'ailleurs conduit à la démission du président du Conseil, c'est-à-dire du chef du gouvernement de l'époque, qui s'appelait Émile Combes. Et Émile Combes était l'homme qui combattait l'Église, qui a lancé tout le processus qui a mené à la séparation des Églises et de l'État. Alors c'est pas lui qui a conduit cette séparation, puisqu'il a démissionné en janvier 1905 à cause de cette affaire des fiches. Donc vous voyez l'impact de cette affaire. Puis vient une autre affaire qui est très, très révélatrice aussi du climat de l'époque, qui est l'assassinat du directeur du Figaro, du journal Le Figaro de l'époque. Le Figaro, à l'époque, est un journal d'extrême droite, et encore plus à droite qu'aujourd'hui. C'est un journal plutôt conservateur monarchiste qui attaque la République en permanence, et notamment les radicaux. Et je ne sais plus, c'est le 16 mars, je crois, 1914, Madame Caillot, excédée par les attaques de Gaston Calmette et du Figaro sur son mari, Joseph Caillot, lui tire 2 balles de son petit Browning et le tue. Mais pourquoi est-ce qu'elle tue Gaston Calmette? Parce que depuis quelques semaines, Gaston Calmette fait une campagne pour dire que Joseph Caillot a protégé un escroc, un homme d'affaires, mais d'ampleur, hein. Ce n'était pas un petit escroc, qui s'appelait Henri Rochette, qui l'a aidé et qu'il a été en quelque sorte corrompu par cet homme d'affaires qui était Henri Rochette. Or, Joseph Caillot est une des personnalités les plus éminentes. D'ailleurs, il n'était pas membre du parti en lui-même, mais de la famille radicale. Il a été plusieurs fois ministre, président du Conseil. C'est vraiment une personnalité très, très importante. Et sa femme n'a pas supporté les attaques qui étaient portées contre lui. Le plus stupéfiant étant qu'elle va être acquittée. On est à la veille de la guerre de 14, le jury considérant que c'est un crime passionnel, c'est-à-dire qu'elle a voulu venger l'honneur de son mari et que donc elle peut être amnistiée de cette innocentée de ce meurtre, quand même un meurtre de sang-froid sur Gaston Calmette. Donc un grand scandale là aussi qui porte sur ces systèmes de clientélisme, d'affairisme, parce que Joseph Caillot, les études l'ont montré, j'ai moi-même regardé un certain nombre de cartons d'archives, frayait beaucoup avec le monde des affaires et on peut dire qu'il avait quelques petites choses à se reprocher. On fait un petit bond vers les années 1930, toujours sous le système radical, avec ce climat avec la crise de 1929 qui arrive et ses conséquences. Mais la crise de 1929, en fait, n'est pas le déclencheur de tout ça, parce qu'elle ne se fait véritablement sentir dans la société française qu'en 1931, cette crise. Et les scandales dont je parle là éclatent quelques mois avant, même le jeudi noir de Wall Street. Donc c'est... Contrairement à ce qu'on peut croire, les conjonctures de crise ne sont pas forcément le terreau d'explosion ou d'éclosion des scandales. Toujours est-il que, à l'aube des années 1930, éclatent plusieurs scandales qui tournent autour de personnalités un peu sulfureuses du monde des affaires. La première, celle qu'on appelait la banquière des années 30, qui s'appelait Marthe Hannot. C'est une femme très, très originale de l'époque, qui était juive de surcroît, ce qui a évidemment cristallisé les attaques de l'extrême droite. Une des rares femmes à s'aventurer dans le monde des affaires à l'époque, avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Mais on s'aperçoit que elle et son entourage ont réalisé des opérations un peu frauduleuses, et surtout qu'elle a été encouragée, protégée, et a travaillé avec des parlementaires, des députés, des ministres radicaux de l'époque. Évidemment, elle avait 2 journaux, un journal qui s'appelait La Gazette du Franc, qui défendait justement
comme son nom l'indique, la valeur du franc. Un autre qui s'appelait la Gazette des Nations, qui était très européiste dans l'entourage d'un grand Européen qui était Aristide Briand. Et un certain nombre de parlementaires gravitaient autour de ces journaux. Et ça a fait scandale. Ça a fait scandale parce que, eh bien, on a assimilé ces parlementaires aux affaires frauduleuses de Marthe-Hannot, qui a fini par se suicider, d'ailleurs, dans sa prison le 14 juillet 1935, quelques années après les premiers procès qu'il avait frappés. Il y a un autre personnage que vous voyez sur la même diapositive, là, qui s'appelait Albert Oustric, qui était un peu l'équivalent de Marthe-Hannot, c'est-à-dire qu'il lançait beaucoup d'affaires, qu'il émettait des emprunts auprès des épargnants, souscrivait des actions, des obligations, de manière très souvent frauduleuse. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces opérations, mais c'est une sorte d'escroc, il faut bien le dire. Lui aussi protégé par un certain nombre de personnages de la famille radicale, notamment par quelqu'un qui était ministre de la Justice, un peu paradoxal, garde des Sceaux au début des années 30, qui s'appelait Raoul Perret, et qui va d'ailleurs être jugé par le Sénat réuni en haute cour de justice. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qui lui est arrivé, ou plutôt ce qui ne lui est pas arrivé. C'est ça qui est intéressant. Donc, Albert Oustric, nouveau scandale, encore des députés, des sénateurs liés, des ministres liés aux affaires d'Albert Oustric. Et puis, le scandale des scandales, qui se déclenche en 1933, mais qui aurait pu se déclencher bien avant, parce que Alexandre Stavisky, puisqu'il s'agit de lui aussi juif russe, enfin d'origine russe. Alexandre Stavisky a, depuis la Première Guerre mondiale, depuis les années 1917-1918, n'a pas cessé de multiplier des affaires plus ou moins frauduleuses, vendre des actions bidons, etc. Au moins à 10 reprises, il était l'objet d'enquêtes judiciaires, à chaque fois relaxé, innocenté, et on s'est demandé qui pouvait le protéger. Et on se rend compte en 1933, il tombe pour la dernière affaire qui cette fois va être décisive. On est en décembre 1933. La presse commence à produire des articles, des enquêtes, et on s'aperçoit qu'il a été protégé par le procureur général, c'est-à-dire le plus haut magistrat de l'époque, qui s'appelait Pressard, et que ce procureur général, à plusieurs reprises, a fermé les yeux et a clos les dossiers qui touchaient Stavisky, et que ce procureur général était le beau-frère du président du Conseil de l'époque, qui s'appelait Camille Chautemps. Et on parle autour de Stavisky de la bande à Chautemps. On rappelle que Stavisky a rencontré 2 ou 3 fois Camille Chautemps. Bref, toute un parfum de scandale autour du président du Conseil, du Parti radical, dont il était une des figures, et plusieurs députés, plusieurs maires, députés-maires, qui gravitaient avec Stavisky, lequel Stavisky est donc mis en état d'arrestation en décembre 1933, s'enfuit, et va se réfugier dans un chalet dans les Alpes, à Chamonix, prêté par un ami. Et au début du mois de janvier, je ne sais plus si c'est le 6 janvier 1934, il faut voir la date du Canard enchaîné, au début du mois de janvier 1934, il est retrouvé mort dans ce chalet, et la police affirme que quand ils sont entrés dans le chalet, il était déjà mort, il s'était suicidé. Et le problème, c'est que beaucoup de journalistes vont mettre en cause cette version officielle. Sa femme va la renier, disant qu'il n'avait pas d'armes, etc. Et que le Canard enchaîné titrera qu'il s'était suicidé d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, mais beaucoup de gens ont pensé qu'on l'avait exécuté pour empêcher qu'il parle et qu'il donne des noms de ceux qui avaient été ses complices. Bon, l'affaire ensuite a été bien étouffée, bien enterrée. Il y a eu des rapports parlementaires en 1935, qui ont abouti à ce que les hommes politiques ne soient pas inquiétés. Alors il y a eu quelques procès, j'y reviendrai, mais véritablement ça a été très faiblement sanctionné. En revanche, les conséquences politiques de l'affaire Stavisky ont été énormes, mais j'en reparlerai tout à l'heure, puisque je vais autopsier ces scandales un peu plus tard. Alors, après l'État radical,
il y a une deuxième période où l'hyperdomination d'un parti politique, d'une famille politique sur la vie publique et sur la société française a généré des habitudes, là encore, des comportements d'impunité, d'abus de pouvoir, de clientélisme, qui ont forcément, à un moment donné, déclenché des scandales. Et je crois qu'on peut dire que la période gaulliste, ou je devrais dire gaulienne, c'est-à-dire qui commence en 1958 quand le général de Gaulle revient au pouvoir et qu'on pourrait faire aller au-delà même de la présidence, des présidences du général de Gaulle sous la présidence de Georges Pompidou, donc jusqu'à la mort de Pompidou en 1974. Dans cette période, il y a un certain nombre de scandales qui éclatent et qui révèlent à quel point, au fond, les ministres, les députés, la famille gaulliste fait un petit peu n'importe quoi, fait un petit peu ce qu'elle veut avec les pouvoirs qui lui sont attribués. Alors ça a été, il y aurait beaucoup d'exemples, mais ça a beaucoup touché le secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière, des travaux publics, parce que c'est une grande période de construction, c'est les 30 glorieuses de l'économie française, c'est la croissance, on construit beaucoup, et donc il y a des appétits et puis des autorisations qui sont données par les politiques en échange d'argent. Et donc, des scandales immobiliers éclatent. L'un des chanteurs en vogue de l'époque, Henri Salvador, vous êtes trop jeune pour certains pour avoir entendu même parler d'Henri Salvador, mais il était très très célèbre, a même fait une chanson sur l'un de ces scandales qui a éclaté en 1971, au début de la présidence, enfin dans les premières années de la présidence de Georges Pompidou. C'était le scandale de la garantie foncière. Alors, Garantie foncière était une société de promotion immobilière dont le directeur a fait des tas de malversations, truqué les comptes, tout ce que vous voudrez, mais dont le président était un député qui s'appelait André Rive-Henry, que l'on voit sur cette image. Et ce André Rive-Henry était en plus l'un des très proches du Premier ministre de l'époque, Premier ministre de Georges Pompidou, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, gaulliste historique, et qui focaliser autour de lui toutes les attaques des opposants. Donc cette affaire de la garantie foncière a été une affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Une autre affaire très, très explosive, c'est celle de Gabriel Aranda. Gabriel Aranda était l'un des principaux collaborateurs du ministre des Travaux publics de l'époque, qui s'appelait Albin Chalandon, lui aussi gaulliste pur sucre, et même modernisateur dans la famille gaulliste. Et un beau jour, Gabriel Aranda a décidé de faire connaître au grand public plusieurs dizaines, c'était au-delà d'une centaine de dossiers qui manifestaient la manière dont un certain nombre d'élus, et même le parti gaulliste lui-même, monnayaient en quelque sorte des autorisations de construction, d'autoroutes, de travaux publics, etc. Et un système de raquettes, finalement, des entreprises. Système de raquettes qu'on retrouvait d'ailleurs, qu'on commence à retrouver aussi autour d'ailleurs des députés, des sénateurs gaullistes et des maires gaullistes, dans les hypermarchés. Les autorisations de création d'hypermarchés font l'objet à l'époque d'un racket systématique. Tu veux ton hypermarché, ce sera, je ne sais pas, 70 millions de francs. Voilà. Donc ça, c'est un système qui commence à se dévoiler, plusieurs scandales. Et alors, scandale des scandales, quand ce personnel, qui était donc très proche du pouvoir, hein, c'était un collaborateur du ministre, dévoile en 1972 tous ces... Alors, il a tout de suite été attaqué avec une virulence extrême par les gaullistes, y compris par Georges Pompidou, qui a dit que c'était une espèce de fou total. Et finalement, c'est lui qui s'est retrouvé en justice pour diffamation et qui a été en prison. Alors ensuite, il lui est arrivé des tas de problèmes dans sa vie privée. C'est une autre question. Mais cette affaire Aranda a été vraiment quelque chose de très important et qui a beaucoup servi d'ailleurs les opposants au gaullisme, et notamment celui qui a succédé à Georges Pompidou, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Il y a une célèbre phrase du bras droit de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Poniatowski à l'époque, qui parle des gaullistes en disant « les copains et les coquins ». C'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a des copains dans le monde des affaires et puis on en retire des bénéfices qui sont pour le moins répréhensibles. Ça, cette phrase-là, cette formule-là a beaucoup marqué à l'époque.
Alors après le système gaulliste, devait venir un autre système, le système socialiste. Système, vous savez, l'alternance à partir de 1981, François Mitterrand, président de la République, d'Union de la gauche, et François Mitterrand, 2 présidences, c'était le plus long président, les 2 plus longues présidences, 2 septennats, donc 14 ans de règne de François Mitterrand. Et donc, inévitablement, des habitudes qui se prennent, après la vague rose de juin 1980, où il y a une hyper-domination des socialistes dans tous les secteurs. Et alors, ce qui a beaucoup, traumatisé ou choqué l'opinion publique à l'époque, c'est que les socialistes, c'était ceux qui, jusqu'à présent, dénonçaient les scandales. C'était la gauche qui était en pointe avec l'extrême droite pour dénoncer les scandales. La gauche avait une sorte, là encore, de pureté qui lui collait à la peau par rapport à ces scandales financiers. La gauche se méfiait de l'argent. Et à plusieurs reprises, François Mitterrand manifestait cette détestation de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on s'aperçoit que toute une série de scandales vont montrer à la fois de quelle manière François Mitterrand se comporte comme ses prédécesseurs, en une sorte de monarque républicain, peut-être même encore plus que les autres, abus de pouvoir, et de l'autre côté, comment autour du pouvoir socialiste, l'argent sale, finalement, gravite là aussi, comme il gravitait dans les années qui ont précédé. C'est d'abord des scandales d'abus de pouvoir. Par exemple, en 1985, lorsque, dans la baie d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, un navire de l'organisation Greenpeace, organisation écologiste, est plastiqué, explose, faisant un mort, parce qu'il y avait malheureusement un monsieur qui était là de l'organisation, un militant de l'organisation. Je passe là aussi sur tous les détails de l'affaire, mais on finit par s'apercevoir que ce sont les services secrets français, la DGSE, qui a organisé cet attentat contre le navire Greenpeace, parce que le navire Greenpeace et l'organisation, le Rainbow Warrior, faisaient une campagne contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Ils voulaient empêcher ces essais nucléaires. Et l'on s'aperçoit que ces opérations, en réalité, ont été commanditées par le ministre de la Défense, qui s'appelait Charles Hernu, qui avait d'ailleurs dissimulé ces opérations auprès du Premier ministre de l'époque, qui était Laurent Fabius. Et on n'a jamais su exactement si François Mitterrand, lui, était au courant ou pas. On pense qu'il ne l'était pas véritablement, ou par omission en tout cas. Bref, ça a été un scandale énorme, parce que là, on était aussi au cœur du pouvoir. Une opération de ce type, un attentat terroriste de ce type perpétré par l'État français, ça montrait un abus de pouvoir qui était tout à fait choquant, et d'autant plus venant d'un président socialiste. Alors dans cette histoire des abus ou des dérives du pouvoir, il y a ce qui est à droite, cette caricature sur l'affaire des écoutes. L'affaire des écoutes, elle éclate beaucoup plus tard en 1992, mais ça a commencé en 1982. François Mitterrand a décidé d'installer à l'Élysée un système d'écoute téléphonique illégal. Au départ, pour protéger le secret de l'existence de sa fille, Mazarine, dont il n'a révélé l'existence au grand public qu'en 1994, et qui était, le secret étant menacé par un journaliste et écrivain de l'époque, qui s'appelait Jean Edernalier, que les plus anciens connaissent, mais qui était à l'époque une sorte de célébrité médiatique, on va dire. Mais François Mitterrand a étendu ce système, ce qui fait que des dizaines et des dizaines de journalistes, de comédiennes même, comme Carole Bouquet, de producteurs de cinéma, des gens très divers, quelques politiques, des syndicalistes, ont été comme ça espionnés, ont fait l'objet d'écoutes téléphoniques illégales. Et il y a eu un procès beaucoup plus tard, dans les années 2000, qui a condamné ceux qui s'y étaient livrés. Ça a fait évidemment scandale, parce que ça montrait des pratiques de monarques républicains, une sorte de lettre de cachet a posteriori, qui était quand même très, très, très inquiétante. L'affaire du sang contaminé, dont vous avez ici une image, est un petit peu différente. Là, c'est une affaire qui a été là aussi très scandaleuse et très douloureuse, parce qu'elle touchait à la maladie du sida.
qui avait déferlé sur le monde au milieu des années 80, qui avait fait des ravages. Et on s'était aperçu que le Centre national de transfusion sanguine avait, par négligence ou par intérêt, accepté des transfusions venant de malades du sida ou transfusé des malades du sida. Enfin, une affaire, là aussi, assez complexe, mais dans laquelle ont été impliqués un certain nombre de ministres, y compris le Premier ministre, Laurent Fabius, le ministre de la Santé, qui s'appelait Edmond Hervé, et puis sa secrétaire d'État, qui s'appelait Georgina Dufoy, qui à l'époque a donc proféré cette phrase très célèbre, « responsable mais pas coupable », qui a scandalisé beaucoup de gens, mais sur laquelle, moi j'en ai un peu discuté avec elle, sur laquelle on pourrait discuter. Enfin, c'est un questionnement qui peut se poser. Toujours est-il que cette affaire-là aussi a donné l'impression que le pouvoir socialiste préférait l'argent à la santé des concitoyens. Et ce traumatisme-là, il explique beaucoup de choses, y compris sur les stratégies utilisées en France par rapport à la pandémie, les précautions, le système de précaution qu'on a mis en place par rapport à la pandémie. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons lointaines. Alors il y aurait bien d'autres choses sur la période où j'ai des images qui étaient moins parlantes, mais notamment ce qu'on a appelé le délit d'initié en 1988, où on s'est aperçu que sur des opérations de bourse très lucratives, des proches du pouvoir, et notamment le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelait Alain Boublil, le ministre étant Pierre Bérégovoy, futur Premier ministre, eh bien, des informations confidentielles avaient été données à des hommes d'affaires pour qu'ils réalisent des bénéfices très importants. Et parmi ces hommes d'affaires, il y avait celui qui était en quelque sorte le meilleur ami de François Mitterrand, qui s'appelait Roger Patrice Pelat, homme d'affaires, donc, que Mitterrand avait connu en captivité pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était resté vraiment très proche de lui. Et donc ça a fait un scandale énorme. Roger Patrice Pelat est mort quelques mois plus tard, après qu'ait éclaté le scandale. Mais là, ça a été l'occasion pour Alain Juppé, l'un des leaders de la droite à l'époque, de dire on a la gauche la plus pourrie du monde. C'était quelque chose de très très fort là aussi, qui marquait les esprits et qui discréditait cette gauche qui jusqu'à présent avait quand même un quasi-monopole de la pureté par rapport aux affaires d'argent. Donc il y a eu beaucoup d'affaires. Et puis, l'une de celles qui a beaucoup marqué a inauguré une nouvelle ère qui, je pense, a dominé l'époque des scandales presque jusqu'à nos jours, qui est celle du financement occulte des partis politiques. C'est un problème majeur en France depuis toujours. Il y a une époque où c'était n'importe quoi et où finalement c'était les plus riches et ceux qui étaient les plus financés par le patronat qui remportaient les élections. Ça a duré. D'ailleurs, ça pouvait être des candidats de gauche ou de droite, selon les rapports de force locaux. Je parle des élections législatives ou autres, ou même municipales. Toujours est-il que ont éclaté à partir des années 1990, toute une série de scandales qui touchent tous à cette dérive française, qui n'est pas que française d'ailleurs, mais cette manie française d'utiliser de l'argent occulte, secret, pour financer les campagnes électorales, soit des législatives, soit même des présidentielles. Même des élections présidentielles. Alors il y a eu le premier grand scandale, il n'y a pas d'image là, mais le premier grand scandale qui a éclaté début des années 90 touchait le Parti socialiste justement, parti au pouvoir, qui avait mis en place un système extrêmement organisé de financement en rackettant en fait les entreprises à l'aide de bureaux d'études fictifs qui ramenaient de l'argent pour des études fictives au Parti socialiste. Ça s'appelait le système Urba. Bon, et ce système Urba a été révélé, bêtement d'ailleurs, par un des militants socialistes qui s'en chargeait dans les Bouches-du-Rhône. Et puis ça a touché évidemment le trésorier du Parti socialiste à l'époque, s'appelait Henri Emmanuelli, c'était une des figures
du Parti socialiste, qui a été ministre d'ailleurs. Et bon, ça a fait beaucoup de mal au Parti socialiste. On s'est très vite aperçu que ce type de système existait dans toutes les familles politiques. Et notamment du côté du RPR, de Jacques Chirac, de la droite gaulienne, où existait alors là un autre système qui consistait à racketter les entreprises prestataires de services pour les sociétés de HLM, les habitations loyer modéré, logement social si vous voulez, à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Système Charles Pasqua dans les Hauts-de-Seine, Jacques Chirac à Paris, Jacques Chirac, maire de Paris, de 1977 à 1995. Et donc éclate en 1996 cette affaire des HLM de Paris parce que l'homme qui était l'intermédiaire, celui qui était l'intermédiaire au fond entre la mairie de Paris, le parti, le RPR et les entreprises, qui s'appelait Jean-Claude Méry, qui était lui-même un chef d'entreprise, laisse une cassette, post-mortem d'ailleurs, parce qu'il est mort juste après, l'avoir enregistrée. C'est le monsieur que vous voyez sur l'image. Une cassette qui va être diffusée à la télévision après que le journal Le Monde en ait produit le texte, dans lequel il accuse nommément, y compris Jacques Chirac, d'avoir été au courant de ces systèmes de raquettes, lui-même d'avoir reçu de l'argent et qu'il mettait dans son coffre-fort à la mairie de Paris. Donc c'est une affaire très 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 forte que Jacques Chirac désamorce par une interview ultra rapide au journal régional de France 3, avec une formule qui a aussi beaucoup amusé à l'époque, et qui a été très habile. Il a dit « cette histoire est abracadabrantesque ». Et donc tous les gens se sont focalisés sur cette formule, mais d'où ça vient, etc. Et on a un petit peu oublié le fond de l'affaire, qui était un système, là encore, très organisé de financement occulte du parti de Jacques Chirac, qui devait le propulser vers l'Élysée, ce qu'il n'a pas manqué de faire en 1995. L'autre image, oui, c'est celle d'Henri Emmanuelli. Vous voyez, une image très, très, très forte de sa condamnation. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Cahuzac là? Pourquoi cette caricature sur Cahuzac et Sarkozy? Parce qu'au fond, ces affaires-là, alors qu'elles sont beaucoup plus récentes, l'affaire de Jérôme Cahuzac, ministre du budget, c'est 2013, sous la présidence de François Hollande. Apparemment, ce n'est pas une affaire de financement des partis politiques, c'est une affaire de fraude fiscale majeure, de la part de celui qui avait pour mission de la réglementer, ou de l'éviter, ou de la sanctionner, enfin bref. Mais lui, il a toujours dit qu'une partie de cet argent était fait pour le financement occulte du Parti socialiste, et il pourrait éventuellement avoir raison. Les affaires de Sarkozy sont des affaires la plupart sont des affaires de financement occulte de ses campagnes, que ce soit l'affaire Bettencourt, la première, où on disait qu'il avait donc sollicité la femme la plus riche de France pour ses campagnes électorales. L'affaire de la Libye, c'est une affaire de financement par le régime du général Kadhafi des campagnes électorales de Nicolas Sarkozy. La fameuse affaire Big Malion, l'une des plus récentes, où il a été condamné à 1 an de prison ferme pour l'instant, mais il fait appel, c'est aussi une affaire de financement occulte, puisqu'il dépasse de très largement le seuil de financement autorisé pour un candidat à une campagne présidentielle, et fait de manière occulte financer sa campagne par l'organisation de son parti, l'UMP, qui, lui, va nourrir, je dirais, ses campagnes. Donc ce sont des affaires, là aussi, de financement occulte. Ça, c'est l'autre image que je voulais vous montrer, le début du procès, oui, Cahuzac, parce que Cahuzac vient se greffer sur sur ces opérations, je dirais, frauduleuses, le mensonge public qu'il a proféré face
aux journalistes non seulement, mais face à la représentation nationale, face à l'Assemblée nationale, et qui a véritablement beaucoup marqué les esprits. Ça a été véritablement une sorte de déflagration quand même très, très importante, une prise de conscience pour une grande partie de l'opinion publique. Et puis alors, on est entré depuis quelques années dans de nouvelles typologies des scandales. Et il y a quelque chose qui existait très peu en France et qui existait en revanche beaucoup dans les pays anglo-saxons. C'est lié à la morale puritaine, anglo-saxonne, protestante, etc. C'est les scandales de mœurs, les scandales, on va dire, sexuels. Il y a eu, à la fin des années 50, en France, un scandale, un mini-scandale, qu'on a appelé l'affaire des balais roses, où un ancien héros de la résistance, d'ailleurs, qui s'appelait Le Trocker, socialiste, et qui était devenu président de l'Assemblée nationale, organisait dans une des résidences secrètes, secondaires, de l'Assemblée nationale, des petites réunions où il faisait venir des petites jeunes filles qui étaient bien souvent mineures. Bon, ça a fait un micro-scandale. Au bout de 2-3 jours, on en a très peu parlé. Il y a eu ensuite un livre, mais ça a été quelque chose d'assez peu. Si vous comparez avec ce qui s'est passé pour Dominique Strauss-Kahn en 2011, Dominique Strauss-Kahn, grand favori de l'élection présidentielle de 2012, directeur du FMI, qui se fait pincer dans cet hôtel de New York pour avoir agressé sexuellement une employée de l'hôtel, Nafissatou Diallo. Ça a provoqué un scandale mondial sans précédent. C'est peut-être le scandale des scandales, parce que ça se passait aux États-Unis, que la société américaine était très éruptive par rapport à ces questions, que est venue se greffer la question du rapport des hommes et des femmes. On n'était pas encore à MeToo, mais c'était quand même déjà là sur la table. Et parce que Strauss-Kahn, je le répète, était celui qui était appelé à gagner l'élection de 2012. Donc un scandale énorme. Et depuis, se sont non pas multipliés, mais on est beaucoup parti sur ces idées de scandale. Alors il faut que je revienne. Je ne sais plus si je m'y prends bien pour revenir là où je voulais en revenir, pour autopsier justement ces scandales. Voilà. Alors une fois qu'on a parlé un petit peu et s'il me reste un petit peu de temps, vous me direz si je suis trop long, et je vais essayer d'aller plus vite, parce que j'ai déjà dévoilé quelques-unes de mes réflexions au fil de cette chronologie. Si on autopsie un peu la manière dont se sont déroulés ces scandales, on s'aperçoit que très souvent, ils ont révélé des systèmes de pouvoir, que ce soit le système gaulliste, système radical d'abord, système gaulliste, système socialiste. Fondamentalement, et alors on pourrait y ajouter ensuite le système sarkozyste, un système qui a pris un certain nombre de libertés avec la règle, c'est incontestable. Mais ça vient toujours de cette espèce de surpuissance que confère sous la Ve République la présidence de la République, et sous les régimes précédents, c'est pour ça que c'est très compliqué d'en tirer ensuite des conclusions, sous les régimes parlementaires, c'est la Troisième et la Quatrième République, c'était la domination d'un parti. Aujourd'hui, c'est la domination d'un président, et ça vous donne évidemment des systèmes d'impunité, d'abus de pouvoir, de clientélisme, et ça génère effectivement des scandales et les conséquences de ces scandales. Très souvent, alors ces conséquences, ce sont des conséquences, mais non, je vais pas m'en tirer avec ces... Voilà. Alors, ce qui se passe bien souvent, c'est que ça donne lieu à des règlements de compte politiques. C'est l'occasion pour moi de rappeler un des scandales que je n'ai pas évoqué. À quoi est-ce qu'on peut le rappeler? C'est ce qu'on appelait l'affaire des diamants. On est à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing en 1979, quand le Canard enchaîné révèle que lorsqu'il était, c'était avant qu'il soit président de la République, lorsqu'il était ministre des Finances, à l'époque du général de Gaulle, il a accepté beaucoup de cadeaux de la part de dignitaires africains, et notamment d'un personnage sulfureux, devenu empereur de Centrafrique, après avoir été, je ne sais plus ce qu'il était dans l'armée française, sergent-chef ou je ne sais pas quoi, qui s'appelait Bokassa, en Centrafrique. Et ça a fait un scandale énorme.
Ce scandale s'est un peu dégonflé quand on a vu que finalement la valeur des diamants qu'avait accepté Giscard n'était pas si importante que ça, etc. Enfin, ça posait quand même un petit problème de la part d'un ministre de la République de recevoir comme ça des cadeaux d'un dictateur africain, parce que évidemment on pouvait tout soupçonner des complaisances de l'État français vis-à-vis de ce dictateur. Et Dieu sait que ces complaisances ont été grandes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour la campagne de 1981, Giscard d'Estaing est challengé à droite par Jacques Chirac, qui a été quelques années plus tôt son Premier ministre. Jacques Chirac, c'est la droite gaulliste, et Giscard d'Estaing, c'est la droite libérale et centriste. Ce qui est un peu contradictoire, mais bon, il se présentait comme centriste. Et sur les affiches de Giscard d'Estaing, les militants gaullistes, la nuit, venaient mettre des petits diamants pour discréditer un tout petit peu Valéry Giscard d'Estaing. Voilà l'utilisation. Autre affaire dont je n'ai pas parlé, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler maintenant, l'affaire Clearstream, une sorte de règlement de compte entre, je ne vais pas entrer là encore dans les détails, des listings d'évasion fiscale dans lesquels on trouve le nom, enfin le pseudonyme de Nicolas Sarkozy. Et on s'aperçoit, certains prétendent que ces listes ont été falsifiées, qu'on a rajouté le nom de Sarkozy, et que celui qui est à l'origine de cette falsification est le ministre, à l'époque, je ne sais plus si il était ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, collègue de Sarkozy, et surtout son rival pour prendre la direction de la droite à l'époque. Et d'ailleurs, Dominique de Villepin a été, je le rappelle, Premier ministre de 2005 à 2007, mais ça ne l'a pas empêché d'être écarté par Nicolas Sarkozy. Bref, cette affaire Clearstream est une affaire de règlement de compte politique. Nicolas Sarkozy disait qu'il voulait accrocher Dominique de Villepin à un croc de boucher, c'est assez poétique. Donc, ça en dit long sur l'amitié qui unissait ces deux collègues, ces deux fraternels de la droite française. Il y a toujours eu des règlements de compte, je vous le disais, les scandales des années 70, ce sont les giscardiens qui attaquent les gaullistes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai pas parlé parce que sinon on n'en finirait plus, il y a eu un grand scandale qui s'appelle l'affaire des vins, où on s'aperçoit que des fonctionnaires, des proches du ministère du Ravitaillement, socialistes, ont plus ou moins magouillé pour des trafics de vin d'Algérie vers la France, et les accusations sont portées par les communistes. On est au début de la guerre froide et en pleine concurrence entre les communistes et les socialistes. Toujours les règlements de compte politiques viennent se greffer ou sont à l'origine des scandales. Sur l'effet thérapeutique des scandales, parce qu'il faut que ça serve à quelque chose, un scandale que c'est fait pour dévoiler un certain nombre de déviances, de dysfonctionnements, et ensuite essayer de trouver des solutions. Là, en général, on est sur des systèmes d'impunité. Si on prend l'exemple du scandale de Panama, par exemple, il y a eu sur les 150 présumés coupables, il n'y en a eu qu'un seul qui a été condamné. Dans l'affaire Stavisky, il y a eu une ou deux condamnations, mais très, très, très légères. Je parlais de l'affaire Oustrig, de ce ministre de la Justice, Raoul Perret. Il a été innocenté par la Haute Cour de justice, et même des dames sont venues lui offrir des fleurs à la sortie du procès. Et on peut dire que jusqu'à une date assez récente, la plupart des hommes politiques qui étaient impliqués dans des affaires, lorsqu'elles n'étaient pas clairement des affaires de corruption, parce qu'il y a eu des affaires de corruption, de pots de vin qui ont touché un certain nombre de maires de grandes villes, notamment dans les années 90. Jacques Médecin à Nice, Michel Noir à Lyon, Alain Carignon à Grenoble, Michel Mouillot à Cannes. Il y a toute une ribambelle comme ça, Boucheron à Angoulême, toute une ribambelle de maires comme ça. Bon, là, la corruption était tellement avérée on ne pouvait pas faire autrement que de les condamner, mais à des peines d'ailleurs assez légères, et très souvent qui leur ont permis ensuite de se remettre dans le cycle politique. Bon. Donc les conséquences judiciaires en général ont été très légères.
Conséquences politiques, en revanche, ces conséquences politiques ont toujours été très fortes. Depuis le début, je parlais de la démission de Jules Grévy. Là, cette caricature, cette image du petit journal a trait au scandale de Panama et montre l'un des hommes politiques phares de l'époque, Georges Clemenceau, en train de jongler avec de l'or qui lui aurait été donné par les hommes de Panama. C'est tout ça pour illustrer ce discrédit qui a touché les hommes politiques dominants de cette époque et qui a fait qu'aux élections qui ont suivi en 1893, il y a eu une sorte de coup de balai qui a permis d'ailleurs l'émergence d'un groupe socialiste, parce que le socialiste n'était pas touché par le scandale, l'avait dénoncé, et ça a été un renouvellement générationnel qui a touché de manière d'ailleurs très injuste Clemenceau, qui n'avait pas été corrompu dans cette affaire, mais qui avait été accusé par la droite de l'avoir été. Donc il y aurait une infinité d'affaires comme ça qui montrent à quel point, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy au moment de la primaire souvenez-vous pour ceux qui veulent s'en souvenir, mais de la primaire de la droite en 2016, la manière dont cette suspicion, cette épée de Damoclès des affaires pèse sur la tête de Nicolas Sarkozy et la difficulté pour celui qui était et reste le plus populaire à droite de revenir dans la vie publique à cause de ces affaires. Donc les conséquences politiques sont toujours et ont toujours été énormes. Je parlais tout à l'heure de cette accusation de la gauche la plus pourrie du monde autour de François Mitterrand, qui a fait du chemin même à gauche, puisque quand Lionel Jospin, qui a succédé à François Mitterrand comme candidat officiel des socialistes à l'élection présidentielle, quand il disait qu'il fallait faire il avait un devoir d'inventaire, un droit d'inventaire de la période de Mitterrand, il y incluait justement ces liens troubles avec l'argent et avec l'abus de pouvoir. Donc ce sont des choses qui ont toujours beaucoup marqué ces règlements de compte politiques. Évidemment, le fameux Fillon-Gate lors de l'élection de 2017, qui a fait là aussi couler beaucoup d'encre, où François Fillon a toujours affirmé qu'il y avait une sorte de cabinet noir, mais cabinet noir du côté... S'il y avait cabinet noir, il devait être du côté de François Hollande, qui n'était plus candidat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affaire, cette révélation des formes d'emploi fictif de la femme de François Fillon, elle a coûté la présidence à François Fillon. Il n'est pas sûr qu'il aurait été élu, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de mal. Donc la conséquence politique a été majeure. C'est vrai que cette affaire a occupé la campagne présidentielle et a joué un très grand rôle dans ce qui s'est passé à l'époque. Donc vous voyez que c'est toujours très très important. Le plus important étant la récupération de ces affaires par les extrêmes, et notamment historiquement par cette tradition de ce qu'on appelait la droite nationaliste dans les années 1880 et de ce qu'on appelle aujourd'hui le Front National ou le Rassemblement National, enfin l'extrême droite, qui a toujours surfé sur ces scandales pour dénoncer le système lui-même. Alors à l'époque, c'était la République que l'Action française, par exemple, a dénoncé, et que alors le général Boulanger qu'on voit ici, en 1880, c'est une caricature de 1888, bien il va à l'assaut de cette Bastille parlementaire où ils sont tous corrompus en fait. Et ce premier populiste qui était le général Boulanger, cet ancêtre du populisme qui était le boulangisme, eh bien utilise ces scandales pour dire voilà, ils sont tous corrompus, ce qui est évidemment une exagération. L'image que vous voyez est celle de l'émeute des ligues d'extrême droite, notamment de l'Action française et d'associations d'anciens combattants, le 6 février 1934, juste après le suicide de Stavisky. Pendant un mois, l'Action française chauffe à blanc les Parisiens en disant tous des voleurs, mais il faut manifester, etc. Et le 6 février 1934, ils tentent de s'emparer, enfin, on ne sait pas très bien quelles étaient leurs intentions, mais ils vont menacer le Palais Bourbon, la Chambre des députés, et ça provoque une émeute, 15 morts pendant la nuit, ça a été quelque chose de terrible. Et ça a d'ailleurs conduit l'homme qui
qui devait être investi à la présidence du Conseil, qui était à l'époque, je crois que c'était Édouard Daladier, a renoncé à devenir président du Conseil. On a choisi quelqu'un qui savait ménager l'extrême droite, qui s'appelait Gaston Doumergue, pour devenir président du Conseil. Donc des conséquences politiques très fortes et une récurrence de cette récupération, de cette utilisation par les extrêmes. Alors il y a cette caricature de Plantu, un des plus fameux caricaturistes, qui vient de prendre sa retraite, l'ascension des néopopulistes. Et alors voilà, c'est à partir notamment des scandales que d'un côté Marine Le Pen, de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon ont prospéré. Et c'est vrai qu'il y a une tradition comme ça de discrédit qui s'est, comment dirais-je, élargie et qui s'est approfondie lorsque le seuil de tolérance, plutôt que d'intolérance, le seuil de tolérance a été franchi. On peut avoir l'impression, notamment depuis l'affaire Cahuzac, depuis 2013, que le seuil de tolérance au scandale, c'est-à-dire cette espèce de résignation qu'indiquaient la plupart des sondages jusqu'aux années 2000. On disait les Français, oui bon, on pense que la majorité de nos hommes politiques ils sont corrompus, mais bon, ça fait partie des traditions françaises, c'est le système D, on la débrouille, etc. Et peu à peu, on a vu que cette tolérance française a disparu et qu'on est de plus en plus intolérant à toute forme de déviance de nos hommes politiques. Chez les Balkany, même les tribunes passent par les paradis fiscaux. Ouais. Je ne me souviens pas de toutes les images que j'avais sélectionnées, mais on voit bien que ce qui s'est passé pour le couple Balkany, qui a été très très loin dans, je dirais, l'abus de biens sociaux, l'abus de pouvoir, peut-être la corruption, etc., on voit bien que la sanction qui leur a été infligée, je crois que c'est 5 ans de prison ferme pour Balkany, traduit une volonté de durcir les positions vis-à-vis du scandale. Nicolas Sarkozy se présente en martyr et en victime de l'opiniâtreté des juges. Le Fillon-Gate en a été là aussi un révélateur, même dans l'humour d'ailleurs. La question de la moralité. Non, c'est très intéressant cette caricature parce que vous avez d'un côté finalement la tradition du scandale politico-financier avec Cahuzac, et puis en plus, et après l'impunité, c'est-à-dire le mensonge, et son nez qui s'allonge comme celui de Pinocchio quand il dit un gros mensonge à la représentation nationale. Et de l'autre côté, vous avez ce nouveau type de scandale qui touche aux mœurs des hommes politiques, alors que des sujets d'affaires et des sujets de scandale de mœurs, il aurait pu en avoir des dizaines et des dizaines. On m'avait demandé il y a 2 ans, j'ai beaucoup hésité avant de le faire, mais ça m'a beaucoup amusé de faire une histoire érotique de l'Élysée. Et franchement, je pense qu'il y a rien que dans ce livre, il y a matière à une centaine d'affaires qui auraient pu faire beaucoup de dégâts. Mais donc voilà, pas besoin de faire de dessin. L'image parle d'elle-même sur Dominique Strauss-Kahn, obsédé sexuel notoire, mais il n'est pas le seul. Et donc l'intolérance, elle s'est manifestée avec cette affaire qui a touché celui qui était ex-président de l'Assemblée nationale quand il a été touché par l'affaire. Je crois qu'il était ministre, qui était François de Rugy, il y a 2-3 ans, où, pour cette affaire de homard consommé à l'Assemblée nationale, il est obligé de démissionner de ses fonctions. Et là, on a basculé dans quelque chose qui est difficile à évaluer. Je veux dire qu'on peut questionner d'un côté un degré d'intransigeance qui nous rapproche presque de l'intransigeance absolue qui existe dans les pays scandinaves, où une ministre avait été condamnée parce qu'elle avait payé une barre de chocolat avec la carte de sa carte de bleue de fonction, si vous voulez. Et puis d'un autre côté, la souplesse qu'on pourrait avoir vis-à-vis de telle ou telle dérive, d'autant plus que la législation
sur la transparence et sur comment dire ça, l'utilisation des fonds publics, quand même s'est beaucoup amélioré depuis. Ça a commencé avec les lois sur le financement des campagnes dans les années 90, 93, 95, 96, et puis la loi de 2013 et la loi de 2017 qui sont des lois sur la déclaration des patrimoines des élus, etc., qui ont fait progresser un petit peu les choses. L'existence du parquet financier, etc. Tout ça a quand même fait avancer la lutte contre la corruption, le clientélisme, la fraude, etc. Même s'il reste encore toujours beaucoup de choses. Mais le plus important, à mon sens, c'est ce divorce. C'est que ces scandales, ou l'accumulation de ces scandales, avec le temps, ont toujours alimenter une défiance vis-à-vis des acteurs politiques et notamment des parlementaires. Mais depuis quelque temps, vous ne l'ignorez pas, vous en entendez parler chaque jour, cette défiance s'est creusée de plus en plus, au point que vous avez à peu près les 2/3 des Français qui n'ont pas confiance dans l'exécutif, dans le législatif, dans les maires, de moins en moins, qui restent quand même les plus populaires. Cette confiance, d'ailleurs, cette défiance s'étend au monde des journalistes, des économistes, de beaucoup de pouvoirs. Reste encore la police, l'armée, qui ont une image plus ou moins positive. Donc, l'effet de ces scandales a quand même été dévastateur. Il n'est pas quantifiable et très souvent, les hommes politiques ont semblé l'ignorer. Je me souviens que Jacques Chirac, au lendemain de toute la série de scandales, y compris de la cassette mairie qu'il avait touchée personnellement, disait « il n'y a pas de crise en France », etc. Il n'y a pas de crise, sauf que 2 ans plus tard, en 2002, à l'élection présidentielle, pour la première fois, était validé au second tour un candidat du Front National, c'est-à-dire un candidat protestataire qui faisait de la dénonciation des scandales l'un de ses chevaux de bataille. Bon. Et dont la tradition historique était la dénonciation des scandales. Donc on voit bien que ça joue un rôle, que ça, de manière très irrationnelle, pèse sur l'ensemble des acteurs publics, alors qu'au fond, ils sont de moins en moins suspects de ce type de déviance, et que ça, en général, en tout cas à partir du XXe siècle, que ça n'a touché qu'une minorité d'entre eux, une minorité de déviants, de dysfonctionnements. En revanche, c'est vrai que les systèmes dont je parlais tout à l'heure, les systèmes de pouvoir, le système institutionnel qui donnait à l'époque une surreprésentation à des partis politiques, des familles politiques aujourd'hui, l'omnipotence de la présidence de la République, tout ça explique qu'il y ait des tendances en France à ces dérives. Et si vous prenez le scandale sur lequel j'avais conclu mon livre, l'affaire Benalla, enfin la dernière affaire dans la dernière réédition de ce bouquin, l'affaire Benalla, en réalité, c'est l'histoire individuelle d'ailleurs, d'un personnage qui a fait ses preuves dans la campagne d'Emmanuel Macron, qui est devenu très proche d'Emmanuel Macron, et qui finalement, c'est un type qui avait 25 ans à l'époque, ou 26 ans, s'est cru tout permis, parce qu'il avait autour de lui cette sorte d'aura, je suis proche du président de la République. Et c'est ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur lui ont donné des passe-droits qui lui ont permis de participer à ces manifestations et d'usurper un rôle qui n'était pas le sien, de maintien de l'ordre, enfin ce qu'on appelle le maintien de l'ordre un peu musclé, si vous voulez. Et on est typiquement dans ce système d'abus de pouvoir, d'impunité qui touche justement peut-être aux excès et à la surpuissance présidentielle dans le système de la Ve République. Mais je le répète, là où c'est compliqué, c'est que vous avez aussi tous ces scandales qui ont touché d'autres types de systèmes politiques, les systèmes parlementaires, sous la Troisième et Quatrième République. Et vous aviez aussi là des énormes scandales, alors que le président de la République avait finalement très peu de pouvoir. Donc c'est compliqué, mais il y a une éthique
peu à peu qui s'est développé, un modèle mimétique autour des exemples anglo-saxons, et peu à peu, on est en train de rattraper ça. Ça pose des problèmes aussi de retour de balancier ou d'excès dans un autre sens. On peut légitimement se poser des questions sur la manière dont un certain nombre de juges diligentent les investigations et les procès par rapport à Nicolas Sarkozy, par exemple. C'est une vraie question. Après, moi, j'ai mes réponses, mais on peut se poser des questions sur la manière dont le Fillon-Gate éclate en pleine campagne présidentielle et où la procédure va à une vitesse inaccoutumée jusque-là, qui n'avait pas existé jusque-là. Donc, ça pose de vraies questions sur l'indépendance des juges, la partialité, l'objectivité des juges, des excès de pouvoir. Récemment, il y a eu cette perquisition chez le garde des Sceaux, chez le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, pour une affaire qui était extrêmement compliquée, extrêmement trouble, et on pouvait se demander si cette perquisition était véritablement motivée. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une revanche des juges en réalité, et peut-être de la presse aussi, mais moi ce que je rappelle toujours quand on m'interroge là-dessus et qu'on pousse des hauts cris dans les émissions de télévision, je rappelle aussi que cette revanche, elle est due au fait que pendant 150 ans, les juges ont été totalement muselés, et que chaque fois qu'une affaire éclatait, eh bien, le pouvoir politique s'arrangeait pour la passer sous le tapis. Donc, il faut voir aussi ce retour de balancier, cette séparation des pouvoirs qui autorise les juges à aller faire leur travail. Et donc, il faut essayer de régler ces questions raisonnablement et en se disant que, de toute manière, on va vers plus de transparence, plus d'objectivité et moins de dérives. Mais la nature ayant horreur du vide, il y aura toujours des choses. Je terminais cette présentation sur le scandale monde, les Panama Papers par exemple. Bon, voilà qu'avec les systèmes de réseaux numériques, etc., de nouvelles fraudes sont possibles, de nouvelles évasions fiscales, de nouveaux circuits de financement occulte. Donc il y a une vigilance qui doit être à la mesure des progrès techniques qui vont permettre de contourner les règles qui sont fixées. Et il y a besoin de fixer de plus en plus de règles et qu'elles soient les plus strictes possibles. Parce que si les règles sont plus strictes, eh bien, ce sera plus facile de légitimer l'action des hommes politiques. Et donc, le divorce, qui est quand même la plaie de notre société démocratique, ce divorce entre les citoyens et les élus, eh bien, on peut l'espérer, va se résorber un tout petit peu. À mesure qu'on aura confiance dans nos élus, eh bien, on aura moins de populisme et moins de violence dans le débat public. Voilà ce que je voulais. C'est ainsi que je voulais conclure cette présentation.